nous avons pu donner à voir le fort villageois du XIVe siècle parce que des traces ont demeuré dans le tracé des rues et sur le plan cadastral dressé en 1811, car deux tours rondes subsistaient encore. Vers 1540-1550, il nous est donné de mieux connaître le village grâce à la recherche générale menée par les États de Languedoc. L'institution provinciale a dépêché à Moussac, comme dans toutes les localités, des experts impugnateurs pour évaluer les richesses locales et donc leur capacité contributive. Autant dire que les villageois de Moussac n'ont pas vu arriver d'un bon œil ceux qui étaient les messagers de l'exaction fiscale. Ces envoyés ont demandé à voir le compois en service. Celui-ci date de 1530, il n'existe plus dans le fonds d'archives communal, il a donc disparu, pulvérisé par le temps ou jeté parce que devenu inutile après la confection du compois du début du XVIIe siècle. Et les commissaires le prennent avec eux et demandent à ce qu'on leur montre le territoire. Compois en main, ils ont une base sûre et comptent bien ne pas se laisser gruger par les représentants de la communauté villageoise. Rappelons-nous qu'ils découvrent ce village, qu'ils ne savent rien de ses limites, de son étendue, et qu'habitués à être pris pour des dindons, ils se méfient on ne peut plus des villageois motivés par un désir bien compréhensible, diminuer l'évaluation des richesses afin de diminuer logiquement le montant des impôts à venir. La partie de poker menteur peut donc commencer. Le document fait entre autres mention d'un certain nombre de questions et des réponses qui ont suivi. La réponse des représentants des villageois, les deux consuls et les plus aisés des contribuables à la question du nombre des bêtes entretenues dans l'étendue du territoire est surréaliste. 30 bêtes à laine. De quoi laisser pantois l'historien et le kidam. Généralement, dans les villages du diocèse d'Uzès, on répond qu'on entretient d'une à plusieurs centaines de bêtes à laine. Et parfois, l'évaluation semble déjà basse. Mais 30 bêtes, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, pour parler vulgairement. Maître Louis Mazoyer, impugnateur et donc commissaire, a aussi protesté contre tous les habitants, ce qu'il consigna illico dans les cahiers du document en précisant que tout cela serait mentionné dans le procès verbal. Voilà le village de Moussac épinglé comme celui de Colias, où plusieurs quartiers situés au-delà du Gardon semblent ne pas avoir été déclarés comme relevant du tellement coliasois. Si nous voulons là de toucher du doigt le souci d'indépendance de nos villageois du XVIe siècle, les experts impugnateurs ont également compté et évalué les maisons. Un bon coup de projecteur sur le village du milieu du XVIe siècle donc. La recension des bâtisses telle qu'elle apparaît dans les côtés, les petits cahiers où sont consignées les informations relevées par l'expert impugnateur, montre l'existence de deux ensembles homogènes. Les premiers contiennent une cinquantaine de maisons et une dizaine de bâtiments agricoles et seulement 3 cours. Il s'agit là du village ancien, très dense en bâti, où le plus souvent la maison est de type polyvalente, intégrant en son sein les fonctions d'habitation et les fonctions agricoles. Cette maison si typique des régions méditerranéennes d'habitat groupé. Par contre, un deuxième ensemble saisi à part dans les cahiers apparaît. Dans celui-ci, les bergeries, les paillets, les cours font jeu égal avec les maisons. On y trouve même une cour de plus que ce qu'il y a de maisons, soit 23 cours pour 22 maisons. À l'évidence, nous sommes là hors les murs, hors du village fort, dans un espace bâti plus lâche. On trouve également quelques ruines, 2 granges et 7 étables. C'est donc à l'extérieur du village que furent expulsés bon nombre d'activités agricoles dès la seconde moitié du XVe siècle, avec la fin de la guerre de Cent Ans qui avait provoqué, pour plus d'un siècle, un regroupement forcé et intégral de toutes les fonctions villageoises derrière de hautes murailles de près de 5 mètres de hauteur. Cet espace extramuros, désormais remobilisé et dédié aux fonctions agricoles et d'habitation, revêt une seconde caractéristique. Il était souvent l'objet d'associations de propriétaires. On peut compter jusqu'à 5 propriétaires pour un ensemble comprenant une maison, une étable, un paillet et une cour, ce qui n'est pas le cas des biens immobiliers situés dans le fort.
Bon nombre de biens sont donc tenus en partage, des cours, des bergeries, des étables. Cette situation particulière nous donne des indications sur le statut de cet espace extramuros et nous parle du choc anthropologique des guerres de Cent Ans et de la peste noire. Nous en parlons dans un autre microdoc.